Et c'est donc la combinaison avec petit chat. Donc Laura, explication petit chat. Le petit chat peut marcher lors de notre tour et lors du tour adverse. En fait, c'est dès que l'adversaire renvoie une de ses cartes par l'effet d'une de nos cartes Gear Chronicle sous le deck, même dans le deck si c'est un shuffle. Dans tous les cas, si elle est renvoyée du terrain, le petit chat s'active, il retourne dans le deck et on donne 10 000 à n'importe quelle carte sur notre terrain. Ça peut être le Vanguard comme un Rare. Hello. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que moi... Amusant. Une fois, j'ai eu 3 petits chats sur le terrain, j'ai pu faire les 3 petits chats d'un seul coup. Donc, je défendais à 31 000. 41 000, pardon. Ouais. Bon, ça reste quand même un truc assez rare parce que le petit chat il est joué que peut-être à x1 x2, mais... En fait, Kagero a le même stand trigger depuis longtemps et même celui-là existe depuis la GBT1, mais il est vraiment devenu très populaire avec Hétéro. Et une autre carte encore dégueulasse. Voilà, donc maintenant on va juste exprimer sur parce que Hétéro va être limité à 1 au Japon, donc est-ce que vous trouvez qu'Hétéro c'est craqué? C'est pas ça le problème. Attention quand même, celle-là, elle est game breaker cette carte. Je suis d'accord, mais et en fait, le fait est qu'elle soit dans un clan qui aujourd'hui est capable de faire beaucoup d'autres choses, pour moi ça rendait la carte trop fort. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a un autre problème. C'est comme Griffin au final. C'est comme Griffin, sauf que les possibilités de Gearcrow sont au-dessus de celles de Kagero, tu vois. d'accord. Plus de multi-attaque, plus de pioche, plus de stabilité, et ainsi de suite. Donc, Griffin il neutralise la carte, alors lui il peut recall un truc, donc tu peux quand même. Oui, tu peux quand même te prendre une attaque, mais quand tu vois tout ce que tu es déjà capable de gérer en matière de tour à setup chez l'adversaire, quand tu sais que lui n'a pas les moyens de faire ça, ou. Mais du coup, tu le trouves craqué lui? À 99 sur 100. Il monte 2-3% pour être craqué, je sais pas pourquoi j'irais pas jusqu'à le dire craqué. Peut-être parce qu'en fait on a parlé de ce combo avec certaines cartes dans lui. C'est pas encore pas lui ultime, qui permet ça quoi. Enfin, il manque une pièce au puzzle pour dire si c'est craqué. On va y arriver. Laura, est-ce que tu trouves ça? Est-ce que l'un ou l'autre tu le trouves craqué? Moi le petit chat non, ça c'est sûr. Les deux non. Et Terrorand, il est sur la corde. Moi je le trouve pas craqué. Il est sur la corde de raid il est pas craqué parce que justement il y a l'enchaînement des cartes qui va permettre de rendre le tout craqué. Mais lui en lui-même c'est juste dans le clan dans lequel il s'intègre, il avait rien à foutre ici quoi. Bon attention maintenant, Attends, je veux juste dire un dernier petit truc. Sabanista 1 entre guillemets, moi personnellement je m'en fiche parce qu'il y a toujours le stand Gear Chronicle qui va permettre de retourner les génies de face down. Mais à savoir sur ce point-là aussi c'est de... Après, il va falloir retirer des petits chats ou le Urwator. T'inquiète, les gens trouveront. Ou sinon, attention, la pièce ultime du puzzle, parce que là on vient de parler uniquement de grade 0. Celle qui a échappé à la balise depuis tout ce temps, Melem. Donc alors, je rappelle l'effet de Melem. Donc Melem, en fait, c'est un G1. Alors, premier craquage, quand elle attaque, elle tape à 11. Bon, ça en soi, c'est pas encore... Faut qu'elle attaque le Vanguard. Alors, faut qu'elle attaque le Vanguard, c'est son... Cos. Son cos c'est gagné 4000. Oh putain mon dieu, qu'est-ce que c'est horrible comme cos. Et du coup si on lui a fait gagner 4000 à la fin de la battle en fait où elle a attaqué, on peut la renvoyer dans le deck et aller chercher un grade 0, donc n'importe lequel. Et donc là où c'est vraiment craqué, bon je vous laisse expliquer. Bah là, on peut aller chercher ça, On vous a montré le problème. En fait ce qu'il faut aussi comprendre c'est que son craquage vient de sa synergie avec la mécanique timing en fait. C'est ça. Surtout le pire c'est que là j'ai pas la carte actuellement, mais quand on attaque avec Melem, à la fin de sa battle, c'est qu'on récupère le G, on va chercher le G0 dans le deck. Mais si on a le G0 TikTok, on peut faire le qui est aussi limité qui est aussi limité. Qui est limité mais qui n'est pas le starter. On peut aussi faire le time de Melem et rechercher un grade 0. History Maker qui permet de faire un timing. Qui permet ça. On a trop de cartes qui permettent de faire du timing qui permet d'abuser de ça. En fait, disons que elle repart, elle se recycle elle-même dans le deck, elle se recycle par la mécanique time leap, elle se recycle par les recycleurs du deck qui sont légion. Et là où elle est super forte, c'est que même si elle se fait trap par exemple par ce genre de truc, ça ou ça, elle va quand même ramener son G0. Au moment où elle a payé son coût de gagner plus 4000, on peut faire venir le G0. Et en fait, là, pour vous expliquer clairement pourquoi c'est fort, j'attaque, je vais chercher ça, je time leap ça, chercher ça, effet time leap, je pioche un,
j'attaque, je ramène ça, effet, je le time libre, je ramène ça, je pioche un, etc. Enfin bref, voilà, ça fait des loops de combo ultra forts, et si l'adversaire n'a pas de trigger deck... Malgré qu'il soit limité à 1, tant qu'on le renvoie au deck, on peut aller le chercher avec Voilà. C'est ça, x1, ça reste tutorisable avec ça aussi, donc... C'est ça, on peut aussi stabiliser le combo avec les G-Gardiens. C'est d'ailleurs ce qui fait une des principales différences avec Kagero. En fin de loop d'attaque, en fait, on va chercher directement ça du deck. Voilà, alors que Kagero, ça... on est obligé de le placer depuis sa main. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que la limitation hétéro-hand, elle a aucune raison d'exister. C'est clair. Parce que, à partir de. Enfin, le combo serait beaucoup moins stable si Melem n'existait pas en fait. Faudrait le call lui de la main et faudrait vraiment avoir l'alignement des étoiles pour avoir lui qu'on joue x1, x2 dans le deck et un heal trigger. Melem, quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est la seule raison pour laquelle Gearcrow est. C'est la seule raison pour laquelle on appelle Gearcrow Chronojet Melem.deck. Ouais, c'est ça, la plupart des decks on les appelle les Melem.deck parce qu'on peut rentrer ça dans un Chronofang, dans un Chronojet ou n'importe quoi et quand même gagner avec quoi. Ça passe partout. Ça passe partout. La différence avec Chronofang, c'est que Chronofang n'a pas accès à Ethereum, mais il a accès à Pandora Chimera. Donc à la défense à 21 aussi quoi. Mais pour un CB du coup, ce qui est plus contraignant. Et surtout que Pandora Chimera, c'est l'adversaire qui choisit et c'est une carte de la back row. Ouais, donc on n'est pas en train de cibler les attaquants. Donc, mais comme dit, ça peut être plus problématique contre certains decks comme Tachikaze. Mais bon, on rentre pas dans le détail, mais toujours est-il qu'en fait, pour moi, la carte à problème c'est ça. Ouais. Et malheureusement, ça fait 10 fois qu'elle échappe à la bannisse. Concrètement, depuis la GBT5, il y a ça qui s'est fait bannir, ça a été sorti, ça s'est pris, ça s'est pris. Enfin, beaucoup de trucs ont pris, on est en train de hurler à chaque fois pour que ce soit ça a été banni, ça a été banni, ça a été banni, enfin, ça a été limité, ça a été limité à cause de ça en fait. Ouais, c'est ça, et puis pendant ce temps ils se rendent même pas compte qu'ils ont déjà sorti le support qui permettent de passer la limitation en fait. Ça, tant qu'on a Melem x4, ça à 1 ça pose pas de problème, et tant qu'on a le stand, ça on peut passer à côté. Donc en fait la bannisse ça sert à rien du tout. Ouais, c'est clair. Tant qu'elle reste intouchée, on aura beau limiter. Surtout qu'ils ont sorti cette banlist peu de temps après Chronofang, sauf que Chronofang tournait beaucoup sur Wata. Non, mais même, c'est même pas la question de Chronofang, c'est la question, on ne comprend pas. On ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ont loupé je veux dire, ils voient les decks du top, je veux dire, ils sont pas cons quoi. À un moment, ils doivent bien tester, ils doivent bien se rendre compte qu'il y a un problème. Ce problème, c'est cette carte. C'est tout quoi. Vous allez voir, un de ces quatre, ils vont ban upstream et pas Melem. Non, mais il serait foutu de ban History Maker. C'est pas faux. Ouais. Ça serait pas mal encore. Ce serait encore pas mal, mais ce serait encore. Ça serait handicapé le deck. Le problème c'est ça. Alors que si ban Melem, franchement, ça équilibre. À l'heure actuelle, je trouve que celle-là, c'est la carte la plus craquée du jeu. Clairement. Pour moi, il faut vraiment qu'elle soit ban. Dans son plan, ouais, complètement. Et étant vraiment une joueuse Gearcrow, mais moi, je pense même à s'il n'y avait pas ça, si entre guillemets, elle pouvait aller servir qu'à aller chercher des G0 entre guillemets. Comme Chrono Drive. Non, mais carrément ne plus exister tout court. Non, en fait, j'allais dire si elle pouvait aller chercher que des grades 0 poubelles, mais il y en a pas. Même les starters. Bon, du coup, on va passer à autre chose. Bon, du coup, je pense qu'on s'accorde à dire que Melem c'est craqué. Ouais, Melem c'est craqué. Trop craqué. En parlant de cartes qu'on attend qu'elles subissent la banlist depuis à peu près 15 millions d'années, sont de sa création, c'est le Regali. Le Regali. Il faut expliquer l'effet du Regali. Alors le Regali, l'effet extrêmement simple. Et alors il faut que vous ayez un Earth Sanctuary Guard, c'est un vieux espèce de sous-archétype Royal Paladin qui était sorti dans un TD à l'époque. La carte dit, très simplement, durant votre tour, toute votre fronte gagne en continu plus 3000 pour chaque G1 au moins sur votre terrain. Ce serait un peu compliqué de parler de cette carte sans parler du support Royal, mais disons que vous avez tout ce qu'il faut dans le deck, dans Royal Paladin aujourd'hui pour abuser de cette carte et faire des colonnes en open stride très. Ouais, parce qu'en fait, son gros point fort en fait, c'est que c'est un open stride en fait. C'est un open stride, c'est ça qui. Et pendant longtemps, quand on n'avait pas les G gardiens. Les colonnes à 21 dès l'open stride, voilà quoi. En fait, voilà, c'est le mec qui prenait l'open stride du tour, il mettait son adversaire quasi par terre. Parce que là, du coup, faut aussi parler. Ouais, il faut parler des supports. Du support blaster quoi. Alors, Blaster n'a pas été le premier support. Ça-là, elle est problématique depuis sa quasi sortie parce qu'à l'époque c'était Stormy c'était avec Stormy. Mais et Night of Twin Sword aussi. Et Night of Twin Sword, tout à fait. Ouais. Toutes les cartes qui ont de multi-attaque aussi. Parce qu'on peut très bien attaquer avec le Vanguard, mettre les crits sur un Blaster Blade. Un Blaster Blade. Ah, voilà. Et en plus, c'est un continu. Ça aurait été une carte qui disait genre en acte, tu flippes une face-up de ta G-Zone et toute ta fronte gagne. La fronte actuelle gagne plus 3000. Bon, là encore, ça passe. Mais non,
Là, vous recollez une carte en battle qui n'avait rien à voir avec le début du tour. Elle profite encore du bonus power. power. Chose extrêmement facile avec Twin Sword va chercher Stormy, on va Oui, rajouter mais là, un faut grade pas souterrain. parler de la Blaster Engine. Oui, Ouais, bien faut sûr. Et donc, ça c'était le début. Ils ont limité Ils ont un petit moment. limité Stormy. Ouais. Ils ont Mais limité un moment. qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au con. Ils ont sorti un deuxième Blaster, un Alors, deuxième Sanctuary Guard point ils net. ont sorti ou plutôt ils ont sorti un deuxième support. Regalia point net, ouais. Ils ont sorti un support pour Majesty en fait, qui faisait que c'était juste pour Majesty en fait. On avait cette excellente carte qui est Liu qui permet de faire de la multi-attaque au Raid G2, tout ça. Donc on a un deck du coup qui a un fort potentiel en early, que Ouais, le c'était deck du n'avait support accès pas, pour avait Majesty, moins quoi. avant, même s'ils sont early quoi. Et ils ont sorti aussi ce Critical Trigger qui est excessivement fort en fait, où à la fin de la battle où une de vos unités a attaqué, Si elle s'appelle Blaster Blade. ouais, qui s'appelle le Surveyed, et qu'elle a attaqué le Vanguard, vous pouvez payer CB1, vous retournez le crit au deck et vous pouvez restand le Vanguard. Non, Blaster Blade. restand Blaster Blade. Pas trop d'avis. Sinon moi je Donc- sais le blow, hein. Voilà, donc là, alors, précisons aussi que dans le deck Sanctuary Guard, que ce soit le Sanctuary Guard, le G3, Ouais. vous avez tout ce qu'il faut pour tuto des grades 0 au début du Sachant avant le qu'aussi début que du tour, avant la battle. Sanctuary dit, quand il ride ou avec le Sanctuary Guard quand il stride, vous pouvez défausser une carte, aller chercher un grade Oui, 1 bah voilà. ou moins depuis votre deck, C'est ça. et puis le colle. Donc le deck est ultra stable dans sa sortie, et en fait donc vous imaginez le power que lui gagne. Donc lui il arrive, il donne du power parce que c'est un grade 0 à régaler et donc à l'affront, et à côté de ça vous profitez, ce power up est quelque part multiplié par 2 à cause de cette carte, puisqu'il permet 2 attaques avec le gain Par de contre, comme puissance. lui repart, du coup, tu perds un 3000 dans Ouais, l'équation. tu perds un Ouais. 3000. Mais ça marche aussi bien Il faut avec commencer le avec Liu, le du coup, check. parce que le Liu, il dit quand il est boosté par le nouveau Bargal Ouais, ou par Flogal, Flogal. c'est bien, vous allez chercher Blaster Blade du deck et il prend 3000. Ouais, il prend 3000. Donc du coup, et lui il prend 3000 aussi. Non, lui il prend 3000 Lui, aussi. il prend 3000. Donc ça lui, fait il prend- 21 si on a 3 G1. On va chercher Blaster Blade à 21 et après on le restand, sachant qu'on peut d'abord attaquer avec le Vanguard pour lui donner les pouvoir les des- triggers, le pouvoir ouais. des critical triggers. Et donc c'est le fameux deck Sanctuary Guard qui joue 16 crits. Et donc le but c'est facile, c'est on Tu spam es- le terrain de ça, on on essaye de choper un crit et puis Puis- retire, pouf, puis- retire, pouf, retire. Voilà, clairement, on tue quoi. Alors, C'est vraiment c'est Riley, Striley et tu ouais, c'est Radius. Ouais, c'est un deck Le- d'une le stabilité, d'une vitesse. Et encore une fois, les mecs sur ces Bushiroad sont complètement débiles parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils limitent Sanctuary Guard à 1. Ouais. Sanctuary C'est Guard, la dragon, limitation le- Qui n'a pas de sens. impacte Alors- rien du tout. Bah, Ouais, en qui- fait, disons que, qui aurait- il existe deux Sanctuary Guard G3, Sanctuary Guard Dragon et Sanctuary Guard Hack. À l'époque, Et tout le monde encore- jouait le Dragon. Sanctuary Guard Dragon n'est pas limité chez nous. C'est Ouais, que il est le pas Japon. limité chez nous. Alors que, franchement, pour limiter le deck, il y avait une restriction des plus simples. Donc, les Flogal ne peut pas être joué avec Sanctuary Guard. C'est ce qu'ils ont fait avec Stormy. Tout simplement. C'est ce qu'ils ont fait avec Stormy. Stormy ne peut plus être joué que dans des grades 3 avec G-Maniac. Donc, du coup, incompatible avec ça, donc on peut pas se rider sur un Sanctuary Guard. Et là, en fait, ils ont essayé. Au Japon, ils ont banni un des Earth. Bah, les Japonais ont juste joué l'autre. Voilà. Alors, Et est-ce c'est pareil. que craquer ou pas craquer? Alors, pour moi, je serais. Je sais pas, j'ai toujours été très mitigé sur cette carte en fait. Tant qu'ils continueront à faire n'importe quoi, ouais, elle sera craquée, mais quelque part, c'est pas elle directement qui est Parce craquée. que maintenant, en fait, quelque ce qui est con, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un support Royal Paladin, Ils les sont mecs ils obligés disent de- alors comment ça combatte avec part. Regali. Ouais, voilà. ça monte avec Regali. Donc là, pour moi, Regali n'est pas craqué en soi. Mais tant qu'elle existe, Mais il y tant aura qu'elle des n'est- problèmes. Avec cette engine. Ouais, voilà. Tant qu'elle sera là, Royal Paladin, ça peut partir en couille à n'importe C'est ça, il faut faire attention à tous les supports Royal Paladin qu'on sort et la première. Ça, c'est un bel exemple de. Voilà. Alors, on continue avec une carte que Vincent apprécie beaucoup. Ouais. Belial Hall, donc Alors, un là, nouveau il crit faut sorti qu'on pour pense. Luar. Donc vas-y Ouais. Vincent, je te laisse expliquer. Donc Belial Hall, deux effets. Le premier, on va commencer par l'effet qui s'active un peu n'importe quand. Lorsque cette unité est retirée du rearguard d'un cercle de rear pour un effet ou le coût d'une de vos cartes, et quand on insiste bien sur carte, c'est-à-dire que ça marche y compris avec, Perfect Guard, avec les Perfect Guard S-Race, vous pouvez piocher une carte. Le second effet s'active en drop zone lorsqu'on est en rituel 3 et GB1. Vous pouvez la retourner sous votre deck. Alors j'étais fin heureux quand j'ai vu cette carte, je vais pas mentir. Simplement pourquoi? Parce que c'était un crit qui retournait au deck. Faut savoir que ça va assez vite dans un deck Shadow de mettre ses triggers ailleurs que dans les checks. Donc moi j'étais plutôt vraiment content. Sauf que et puis surtout dans ma façon de concevoir le deck, je me suis dit ouais c'est cool, c'est une carte, les crits ils vont te permettre un peu d'early et tout ça, enfin en open stride. Puis derrière moi ça va me créer mon setup et derrière je peux remettre les crits au deck et
ils sont pas gaspillés en fait par la pioche ou des trucs comme ça. Sachant que c'est une carte qui est très facile à tutoriser parce que l'UR lui-même vous permet d'aller le chercher. Quand vous stridez, vous pouvez CB1, retirer un de vos rires, aller chercher 2 grades 1 ou moins, donc Belial Hall. Là où on a touché le fond, c'est que voilà, les gens se sont pas pris la tête, ils se sont dit bah ok, on se retrouve avec un deck qui est capable de faire énormément de mains. Pour rappel, les Aura Geysers sont des strikes qui vous permettent de faire de la main en retirant du board. Donc au lieu de faire un 1 pour 1, vous faites un +1, vous faites un réel +1 techniquement avec ces deux cartes. Et comme elles se recyclent à l'infini par elles-mêmes, et que lui permet de les tuto à chaque tour, vous avez une espèce de pseudo-loop bizarre. En fait, voilà, Aura Geyser Doom te permet de retirer 1 sur ton terrain et 3 sur ton terrain, et si tu check dans les 2 premières cartes, un grade à un moment, tu retires un chat adversaire. Donc en fait, tu peux créer un maximum, un différentiel de 4 quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, Belial Hall te permet justement, en étant tutorisable, d'augmenter la taille de ta main, et même avec l'ancien Aura Geyser, tu peux faire un +4 dans ta main. Ouais, c'est ça. Ce qui donne naissance à des decks en fait d'une banalité assez genre. En fait, c'est des decks d'une banalité, enfin des decks mais d'un ennui nul. En fait, c'est des decks qui sont increvables. Les decks sont quasi increvables simplement parce qu'ils arrivent à faire des mains énormes, même s'ils font des tours très moyens en réalité. Ah oui, c'est pas menaçant. C'est vraiment pas menaçant, mais ça fait tellement de mains. Avec ça, on aurait pu la mettre, mais il y avait Esras qui vous permet Perfect Infini. Ça donne un deck qui est juste increvable. Increvable. Et c'est vraiment triste parce que moi, joueur Shadow, c'est pas du tout ce que je voulais pour le clan. Du coup, craquer ou pas craquer L'ensemble, ouais, craquer. Ça me rend triste parce que je suis content de l'avoir, mais si demain elle devait disparaître, dans ma façon de jouer, ça me casserait pas plus les couilles que ça. Mais je trouve ça dommage de perdre une carte, parce que c'est l'un des rares triggers qui permet de retourner au deck dans chaque. Là en fait, elle aurait été pas mal, c'est si elle était que utilisable que pouvant être sacrifiée par le Vanguard Luar en fait. Et là elle peut être sacrifiée par n'importe quelle carte. Et sachant que les japonais la jouent aussi avec le G2, enfin le G3 qui dit quand tu la colles sur le terrain, c'est bien que tu vas chercher 2 grades 0. Tu vas chercher 2 grades 0, donc ça devient un pot de cupidité pour ceux qui jouent Yu-Gi-Oh! Je draw 2 cartes. Et je pioche 2 cartes. Ça donne un deck pas du tout skill, pas du tout intéressant. En fait, c'est le deck qu'aurait dû être OTT en fait. C'est un deck qui ne meurt jamais au deck tout en ayant plein de mains. Tout en ayant plein de mains. Et ben voilà, c'est OTT sauf que là c'est Shadow. C'est ça, à côté de ça, ils ont des options relativement. Alors que Shadow c'était censé être des decks assez offensifs, assez. Et en plus, ils ont les options Shadow, donc sacrifice pour field control, restand, draw. Extra crit éventuellement, une grosse frappe. Ah oui, en fait, ce qui est surtout aussi chiant avec le deck, c'est que oui, il crève pas, mais lui il va vous bouffer des ressources petit à petit, tour après tour. Certes, avec ça, avec Carnivore Dragon, Phantom Blaster, il va quasiment pas plus que ce que font les autres decks en réalité. Les tours de ce deck là sont très moyens, c'est juste qu'ils font. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est un deck qui est facilement battable avec mais que par un deck multi-attaque en fait. Ou par un deck field control. Qui raserait le board à tous les tours et qui viendrait à bout justement des Luar G4 de l'adversaire. Donc voilà. Faire assez pour compenser tout le plus qui est fait. Donc du coup, craquer ou pas craquer Craquer, mais très très tristement parce que parmi toutes les cartes craquées qu'on a citées, c'est vraiment l'un des combos les plus débiles du jeu. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On enchaîne donc maintenant avec un autre grade 0 pour Dark Irregular, donc Enigmatic Assassin. Donc je résume les faits. En fait, en Darkness, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez sous-chargé une carte pendant ce tour. Très difficile. Ultra difficile en Dark Irregular. Donc quand vous avez 10 cartes ou plus de la soul, vous pouvez le sortir. Donc depuis la soul, vous pouvez le sortir, c'est le call en rire en fait. Il prend 5000 et si vous avez 15 cartes ou plus en soul, il prend encore 10 000. Donc en fait, il sort à 20 en fait. La petite subtilité, c'est qu'il sort au début de chaque battle step. Non, au début de l'attaque step, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas encore choisi l'attaquant. Et il peut être utilisé aussi bien en boost de Gilles de Rais, ce qui fait un petit Gilles de Rais à 56. Tranquille. 56, pas de perfect, tranquille. Ou alors, qui peut sortir du coup... en attaquant. En attaquant ou en boostant. Ou en boost, ouais. Voilà. Donc... Pourquoi cette carte est sur la liste? Parce qu'il y a un deck qui s'appelle Démagogue OTK et qui permet du coup de soulcharge. Enfin, Démagogue en fait il dit quand une carte est soulcharge durant la main phase, toute la front row prend 1000 en continu. Donc du coup en fait le but de ce deck c'est de soulcharge un mas, soulcharge vraiment beaucoup son deck, peut-être 15-20 cartes pour... Ouais, sur le même tour pour avoir un Démagogue qui peut booster la front à 12, 13, 15 000. Voilà, même 20 000. Voilà, multi-attaque avec ça. Et en fait le deck est pas stable chez nous parce qu'il manque justement Werewolf Jaeger.
ou non, il s'appelle pas Werewolf Jäger, il s'appelle Were Tiger Jäger. Et donc il permet encore d'enchaîner en plus cette loupe. Et du coup, en fait, dans cette sous-charge de masse, on va forcément sous-charge des énigmatiques. Ouais, des dégâts, c'est ça. Donc, ça veut dire plein d'attaques. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des vidéos où le mec il a 2 dommages à Final Turn. Et après, en fait, ce qui est. En open strike donc. Ce qui est vraiment fort avec cette carte, c'est qu'elle s'insère dans le deck Darkness. Donc, si vous voulez un peu connaître le deck, je vous laisse rechercher la vidéo que j'ai fait sur Dark Irregular pour comprendre un peu toutes les possibilités. En gros, il est possible de la sortir et de la rentrer à chaque tour avec Glens and Vampire. Donc voilà, donc craquer ou pas craquer? Craquer. Ben, pour moi, c'est une carte à très gros problème et ça ira pas en s'arrangeant. Oui, je pense Faut voir. Faut voir ils ont ajouté un petit step sur le Dark Irregular. Bah, en vrai, pour moi, elle est pas craquée, quoi. En vrai, enfin, si, il y a des moyens de la tuto en dessous, mais. En vrai, pour moi, elle est vraiment pas craquée, quoi. C'est juste le combo des Magog OTK qui rend le truc craqué. Mais oui, certes, mais on peut pas. Ouais, mais c'est même pas un. Non, même le combo Gildoré 56, on va pas se mentir. Non, bah, Gildoré 56 encore, ça. Ouais, comment ça. Ouais, enfin, c'est plus Gildoré quelque part le problème que lui si on est par là. Non, enfin, en gros, moi je la classe. C'est un peu difficile le côté craqué, pas craqué. C'est pas le bon terme pour moi. Pour moi, c'est ce que j'appelle une carte à problème. En fait, si elle est juste en elle-même, peu d'exemplaires, ça peut encore passer. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va passer à une autre... une autre carte à problème. Bon, déjà, on va passer à très vite. Ouais, c'est Combo, Dogma, Gaïa, Mammouth. Je n'étais pas d'accord pour qu'on les mette sur cette liste. Donc alors, je résume les faits. Gaïa, donc c'est un G3 Tachikaze qui dit que quand on strike dessus, on sait bien, on colle 2 unités on peut call jusqu'à 2 unités de sa main sur le terrain, et après on choisit 2 unités sur le board, pas forcément les mêmes qu'on a call, et elle gagne le skill. Quand elles sont retirées, on les recolle sur le terrain, sans cost. Dogma, son skill à lui dit que quand il attaque, on peut engorge, donc retirer autant d'unités qu'on veut. Si on a retiré 3 ou plus, il gagne 10 000, et si on a retiré 5, à la fin de la battle, il se relève avec un check en moins. Donc en gros, c'est un Vanguard qui attaque 2 fois à 36. Et là où c'est fort, c'est dans sa synergie avec Gaïa, qui permet du coup de recall 2 minimum, on va dire. En général, c'est plutôt 4, parce que on a le Mammouth qui en CB1 sous le Blast 1 peut se recall lui-même. On peut aussi donner le rip-up à des cartes comme Baby Camara qui vont chercher des cartes directes. Il y a un qui se met dans l'équation qui permet de faire des colonnes à 21. Ah, comme bien sûr, sous le charge. Voilà, donc en gros, c'est vraiment un tour de fort multi-attaque plus Ristant de Vanguard. Ouais. Voilà, ce que j'ai bien résumé. Ouais, ça résume plutôt bien le truc, sauf que. Avec en plus. Faut le vivre pour le comprendre. Faut le vivre, honnêtement. En fait, c'est une carte de pression, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'honnêtement, j'en ai parlé avec d'autres joueurs quand je leur ai dit, mec, est-ce que tu t'es déjà pris du Tachikaze? J'ai du mal à Tachikaze. Le mec, la première fois, c'est foutu de ma gueule. Je lui ai dit, tu demanderas à Jules de jouer contre toi, tu vas pas sourire, toi. C'est assez énorme, je trouve, quand même, contre un mec qui jouait Nova Grappler, je joue ça. Mec, à la fin de la partie, il me fait ah ouais, ça fait autant d'attaques que ça, Tachikaze. Bah ouais. À quoi sert mon clan? Mais en fait, c'est un deck Tachikaze, c'est un deck avec beaucoup de possibilités. Il faut vraiment savoir le jouer pour optimiser le nombre de ressources. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Tachikaze, c'est l'un des decks les plus chauds à utiliser parce qu'en fait, vous pouvez littéralement tout faire, y compris vous viander comme une merde. Ta gueule. Donc voilà. Donc craquer, pas craquer, c'est pas craquer, mais c'est pas passé loin. Hein. Ouais, dans les moi, je le mettrais pas craquer parce qu'en fait, ce que les gens ne voient pas quand on voit le combo Dogma, c'est qu'en fait, comme vous retirez des unités, et que vous devez garder avec votre main. Voilà, vous devez garder avec votre main, et donc après, si vous voulez le refaire, ça veut dire que vous devez avoir gardé correctement ou assez de cartes pour pouvoir justement replacer un board sur le terrain. Mais par contre, voilà, c'est plus ça, plus le fait que Tachikaze soit pas forcément un clan ultra stable, qui font que c'est pas craqué. Par contre, c'est très vachement fort. Non, c'est très fort Tachikaze. Très très fort. C'est très très fort. Ça. Généralement, je vois Mammouth, moi c'est lui que je vise. Même avec le Vanguard. Mammouth, en vrai, c'est pas lui qui fait tourner le deck. Hein. Non, ça c'est sûr. Disons que c'est peut-être la couche de. C'est encore une couche, tu vois. C'est le gros engrenage qui fait bien tout tourner aussi. Hein. Non, ça, je suis pas forcément d'accord. Alors, on va passer sur ça très vite. Wiseman. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Wiseman en lui-même, la carte est nulle. La carte est sortie, on a fait c'est bon pour la poubelle. Donc, alors, je résume le fait en Vanguard ou Rearguard quand il attaque, mot-clé, quand il attaque. Sous Blast 3 et il gagne 4000. Là où ça devient fort, c'est avec le nouveau support, donc
Galgia et Taro. Donc C'est tout Taro. You, je vais te laisser te présenter. Alors, déjà je vais commencer par Galgia, hein, laissons le meilleur pour la fin, lol. Je passe sur Révélation, ce n'est pas important ici. Quand lui est dans la soul, on peut le renvoyer au fond du deck, choisir une unité et la stand, c'est anecdotique ça, lui donner 3000. Puis si on a un Avant-Garde Fenrir, on soul charge 2 et on redonne 3000 à une unité de notre choix. Alors, ça en soi, le véritable problème viendra du fait qu'on pourra c'est pas limité une fois par tour. Vu que Genesis va se faire de la soul forcément, on va pouvoir soul charger aussi du puissance Robson avec Iris, blablabla. Faire du quality dans sa soul, faire des stacks du power sur lui. Le problème... Faire des loops infinis aussi. C'est ça. Le problème c'est vraiment cette carte. L'association de ces deux cartes est extrêmement dangereuse. Tarot dit quand elle est quand elle est sous-blastée, quand elle est mise de la soul depuis la drop zone, on peut la renvoyer sous le deck et restand une unité. Donc restand le Wise Mind qui a pris les patates. Et voilà, ça, en gros, ça permet des decks OTK, ça permet même sans aller jusqu'à la version loop OTK, c'est une association. Oui, parce qu'il y a une carte, il y a une version qui permet justement de stacker les deux, de sorte à ce qu'en fait on sous-charge à l'infini avec des tarots. Ça fait 16 attaques à 60 000. Ça fait que 16 attaques à 60 000. Est-ce qu'on a besoin de détailler plus pourquoi c'est craqué? Voilà. Et même dans une version classique, c'est déjà excessivement fort parce que Genesis a beaucoup de moyens de mettre du power, de faire monter la power sur lui. Et lui, s'il y a 4 armes en dessous, c'est 4 attaques quasi gratuitement. Alors pourquoi? Après, concrètement, j'ai testé le deck sans et avec, donc je vois très bien la différence. Ça apporte quand même une liberté de mouvement, une fluidité qui est impressionnante, on va pas se mentir. Et un finisher qui pouvait manquer cruellement avec cette carte. Cette carte en fait apporte le finisher. L'association des deux est vraiment très dangereuse, mais pour moi, si on avait une seule à bannir, à l'heure actuelle, je précise bien à l'heure actuelle, ce serait celle-là. Pourquoi? Parce que si tu retires ça, tu peux retirer Genesis de l'équation entière. Par contre, pourquoi le deck n'est pas méta? Parce que ça existe, ça existe. Ça c'est sensible au trap, Si on se prend du Griffin, ses attaques à ce soir, bah non, je retire ça, voilà, c'est terminé. Voilà, c'est sensible c'est sensible à tout. Ça décide peut-être un tour de setup sur un premier strike tier. Ce qui fait que du coup c'est moins rapide par exemple. Et ça fait pas de main, donc du coup c'est sensible à tous les gros decks de multi quoi. Ça fait pas de main, Donc craquez pas. Il n'y a vraiment pas de cartes qui font du plus 1 en main par Joule. Du Hapnir éventuellement. En vrai, par là quoi, mais. Quand je vois ça à la question craquer pas craquer. Bon, je pense qu'on en reparlera en conclusion, mais c'est pas une carte qui est craquée, c'est un ensemble cette fois-ci. C'est la combinaison des deux. C'est l'association des deux là, concrètement. La combinaison des deux, c'est craqué. En fait, quand cette carte est sortie, c'est vraiment le but, c'était vraiment de la spammer en battle phase. Maintenant, Joule a bien été calculé parce que du coup, Joule c'est l'une des seules cartes qui peut, avec Wiseman, qui peut sous-blast en battle. Alors la différence, Joule a un counter blast, Joule est limité à une fois par tour, alors que lui c'est la fête du slip. Parce que c'était une carte qui était pas du tout pensée. Donc en fait, il faut un premier strike tier pour bien meler la soul pour être sûr qu'on est assez pour soul blast 3. Je rappelle, quand on drive check un gradin, on peut soul charger 3. Voilà. Et donc on est tous d'accord, ça c'est craqué. Hein. Le combo, ouais. Et on passe donc sur le dernier pack, donc qui est le pack Grumblue, qui n'est pas GA Runner. Alors première carte, Gouache. Alors Gouache, je rappelle les faits, donc c'est CB1 Soul Blast 1, donc on peut le faire en open. On peut enlever autant de cartes qu'on veut de sa soul et recall le même nombre de cartes depuis la drop, sachant que les cartes prennent 1000 pour chaque Gouache face-up dans la... Pour chaque carte face-up tout court dans la G-Zone. Donc alors pourquoi c'est fort? Parce que si Grumblue possède 8 crits qui permettent justement d'aller en soul. Donc on peut se refaire de la main assez facilement, on peut faire du CA, enfin c'est vraiment un strat qui fait énormément de CA. Alors, plus 3 plus crat sur l'open. On peut se permettre de rusher en early, de faire de la main avec les crits, d'accélérer son deck, et derrière, Pendulum claquer ça pour faire revenir un board. Concrètement, c'est le meilleur open de Grumblue à l'heure actuelle. Enfin peut-être pas, là je parle sans... c'est l'un des meilleurs open du jeu, hein. Tu génères tellement de CA que... Et donc justement, entre guillemets, parallèle avec les nouveaux supports, ils ont bien vu que c'était super fort, que c'était surjoué, que c'était tout le temps fin open. Donc maintenant quasiment tout demande un soul blast pour contrer, vu que il faut retirer les cartes de la soul pour faire du recall. C'est vrai. Donc du coup, craquer ou pas craquer? Ils ont bien rattrapé en fait par le fait d'abuser des soul blasts de partout maintenant. Donc, et en fait c'est aussi lui qui fait que Grumblue devient un deck tiers et que Kagero baisse dans la pyramide des tiers parce que du coup on peut se permettre d'avoir des fils de quasiment vide tout le temps. On peut se permettre d'avoir un fil 0 et puis revive 5. Voilà.
Du coup, maintenant, on va passer sur les options défensives du clan. Avec Mix the Ghosty, donc qui est passé à 1 au Japon. Donc Mix the Ghosty, je laisse You expliquer. Alors, Mix the Ghosty, il a l'effet holo, donc ça je vais pas expliquer plus longtemps. Quand il est placé en rearguard depuis la drop zone, s'il est placé en holo, on peut choisir une unité et elle gagne 10 000. Et à la fin du tour, quand il est retiré, pas à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, il gagne quand il est retiré, que ce soit par écrasement ou par son effet holo, il retourne au deck et il est shuffle. Voilà. Et du coup, là où ça devient vraiment fort, c'est avec justement le G gardien Negro Lily. Donc Negro Lily, où je te laisse. Alors, Negro Lily dit Counter Blast 1. On choisit une de ses unités présentes sur le terrain, donc en l'occurrence lui, et on va l'envoyer en drop zone. Ensuite, on va choisir une normale unité avec Ghosty dans son nom et la recall. Et Negro Lily prend de plus 10 000. Ouais, Negro Lily prend 10 000. A noter qu'on n'est pas obligé de recall un Ghosty pour qu'elle gagne 10 000. Donc voilà, donc je te laisse expliquer le combo avec Night Rose. Le combo avec Night Rose vient du fait de son GB2 qui s'active une fois par tour, qui dit quand une unité est déplacée depuis le sac de rire dans la drop zone, et ben on peut la recall en mêlant 3. Donc l'idée c'est avec Negro Lily, je sac ça, je fais revenir mon Ghosty ou pas, j'en ai rien à foutre. Et GB2, je fais revenir ça, holo, plus 10 000 au Vanguard. Ouais, enfin il y a 36 combinaisons possibles. Voilà, il y a aussi cette combinaison qui est Canonnier. Donc Canonnier, en fait, quand il est call sur le terrain en holo depuis la... Non, ça Non, quand il est call sur le terrain depuis la drop zone... Dans tous les cas, tu CB1, tu pètes une. Ouais. Et si tu le holo, tu pioches une en plus. C'est ça. Donc c'est Par contre, il faut qu'il soit call depuis la drop zone. Ouais, il faut qu'il vous soit. Oh, ok, c'est quelle version. Par contre, là où en fait, c'est un Griffin 2 en fait. Par contre, lui coûte 2 CB quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il fait piocher celui-là. Ouais. Mais il fait piocher. Et surtout, Grand Blue a quand même accès à un sacré moteur de counter charge qu'on appelle Grenache. Ouais. Mais là, en fait, où c'est supérieur complètement à Griffin pour moi, c'est que même punition, même multiple que Terrorand, on peut gérer une attaque en défendant à 36 et derrière flinguer un rire, ou même défendre une grosse attaque à 46. Ouais, c'est un truc qui peut. Bah, après, c'est Grand Blue dans toute sa splendeur, hein. C'est un deck à combinaison. Oui, hein. c'est un deck. Par contre, là en fait où ça va être vraiment pas problématique, c'est qu'en fait c'est un combo qui va gaspiller 2 CB, et du coup 2 CB c'est 2 attaques en moins dans Grand Blue. Donc c'est un combo à double tranchant. Si l'adversaire a déjà consommé un peu de CB, on peut justement choisir d'arrêter son tour là ou de lever un peu le pied pour justement faire en sorte que son tour d'après soit moins puissant quoi. C'est ça. Un joueur Grand Blue qui n'a pas de CB ne va pas vous faire grand chose. Exception avec le nouveau GB8 qui va arriver, mais bon. Donc voilà, pour conclure, est-ce que c'est craqué ou pas craqué? Ben, en fait, Indépendamment, non. je suis prêt à comprendre que certains disent que c'est craqué, mais moi j'ai pas compris pourquoi c'est ça qui a subi la balle en fait. Ouais, moi je comprends quand même. Hein, parce que Si. au bout d'un moment, quand t'arrives à la fin du deck et que t'arrives à tous les spammer pour donner plus 10 000, etc., tout le board. Sauf que maintenant t'as la nouvelle GR qui te permet de repop tout le board, Ouais, pareil pour le bateau. Et en rasant le board adverse. Moi, Grand Blue, ce qui m'embête avec Grand Blue, c'est que s'il n'avait eu que les possibilités de superior call, multi-attack et power-up, ça m'aurait pas dérangé, mais en plus, il se permet de faire du field control, ce qui est pour moi être trop. Ouais, donc du coup, en fait, il sacrifie, et il se concentre à fond sur le contrôle, quoi, en fait. Parce que lui, il est intouché pour le coup. Voilà, donc ça c'était un peu l'ensemble des cartes à problème dans Vanguard. Ouais. Voilà, dites-nous un peu dans les commentaires si vous rajouteriez d'autres cartes ou enlèveriez d'autres cartes. Voilà, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. On vous dit à la prochaine sur la chaîne. A plus. Dernier détail, on voulait rajouter Bloom.